Test. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là parmi nous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre table ronde qui va parler de détection des menaces, orchestrer l'écosystème de sécurité. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les dispositifs de détection, on en a beaucoup, beaucoup trop. Ce n'est pas forcément beaucoup plus simple. On multiplie les outils, les sources, les couches, et pourtant on n'a jamais eu autant d'alertes. Mais dans la pratique, la difficulté reste la même, comprendre ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, le problème n'est pas de voir, c'est de comprendre ce qu'on voit. Concrètement, sur le terrain, ça se traduit avec une accumulation d'alertes, des informations dispersées entre plusieurs outils, des signaux difficiles à recouper et au final, une vraie difficulté à identifier ce qui compte vraiment. Et derrière tout ça, les équipes qui ne peuvent pas tout traiter. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement de détecter, c'est de relier les informations, de leur donner du sens et de ne pas passer à côté de la menace réelle. Et c'est exactement là que la question de l'orchestration entre en jeu. Comment faire en sorte que tous ces outils fonctionnent ensemble et permettent une lecture claire, exploitable et réellement utile. Parce qu'au fond, aujourd'hui, la question n'est pas d'ajouter encore une brique, on en a déjà pas mal, c'est de faire en sorte que tout fonctionne ensemble sans perdre en efficacité. C'est exactement ce qu'on va explorer pendant cette prochaine heure, où se situent les limites aujourd'hui, ce qui change réellement l'orchestration sur le terrain et surtout ce qui fait la différence dans la pratique. Et pour ce faire, je suis ravie d'honorer nos 4 experts aujourd'hui qui vont m'accompagner et pour nous éclairer sur le sujet. Je vous présente donc Fabien Bourder, Senior Incident Response Consultant chez Beazley Security, Alexandre Gouraud, adjoint du bureau supervision et analyse à l'ANSSI, Xavier Lenormand, SOC Manager chez SPI, et enfin Benjamin Leroux, administrateur occlusif. Merci à vous 4 d'être là parmi nous aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de revenir sur cette multiplication de couches de sécurité. Aujourd'hui, quand vous regardez surtout les dispositifs en place, cet empilement de solutions vous paraît plutôt structurant ou au contraire parfois limitant pour détecter et réagir efficacement. Et je vais directement enchaîner avec Xavier. Cette superposition réellement de couches, elle se traduit comment en pratique sur le terrain? Et est-ce que ça apporte vraiment plus de visibilité ou au contraire, on n'y voit plus grand-chose? Alors je dirais qu'aujourd'hui, la réponse est un petit peu oui et non. Globalement, ce qui se passe au niveau de l'empilement des couches, c'est qu'on a une multiplicité d'outils à disposition de nos analystes. La plus grosse difficulté, quand on traite ces différents outils un à un, bien souvent, ils ne sont pas uniquement liés au SOC, ils sont liés aussi aux équipes d'infrastructure. Tout le monde a un petit peu son propre outil de cybersécurité. On a tendance à multiplier ces outils-là. Du coup, on a une problématique de lisibilité. Clairement, quand on a une alerte qui arrive, l'enjeu du SOC, c'est d'être réactif, d'être rapide dans la réponse, efficace et précis. Du point de vue du nombre d'outils, quand on multiplie les écrans, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que multiplier le nombre d'écrans qu'on a d'ouverts, le nombre d'onglets, on le connaît tous au quotidien et pas que au SOC, on se retrouve avec une masse d'informations, on ne sait plus forcément quel outil aller chercher en premier en fonction de quelle alerte. Donc la difficulté se situe là. Même si c'est un réel avantage d'avoir différents outils à disposition, parce qu'ils vont permettre d'avoir une meilleure analyse, mais dans le cadre d'une gestion de crise, ça va vite être complexe et mettre beaucoup de pression et de stress au niveau des équipes. Et dans le quotidien, dans la détection d'alerte, on a une tendance à diluer un petit peu l'information et à ne pas savoir quel est le bon outil pour quel type d'alerte. Je rajouterais une couche un peu spécifique entre les différents types de SOC. On a les SOC qui sont opérés au sein des entreprises, qui sont possédés par le client, entre guillemets. Moi, j'opère un SOC pour multi-clients, comme certains de mes collègues. La différence entre une entreprise qui opère son propre SOC et un SOC externalisé, vous imaginez la multiplication des outils du fait que sur un SOC externalisé et mutualisé entre X clients, on va avoir encore plus d'outils qui font exactement les mêmes fonctionnalités et les enjeux de traiter des données disparates entre différents outils qui ont la même fonction, la même finalité, va rajouter du temps, du stress et du délai dans l'analyse des alertes. Et aujourd'hui, quand on parle d'une cyberattaque, il y a quelques années, on parlait de quelques heures, quelques jours éventuellement dans la propagation d'une attaque ou dans l'atteinte du SI. Aujourd'hui, on le voit avec les frameworks d'automatisation qui sont de plus en plus disponibles, de plus en plus dopés à l'IA. On se retrouve avec un besoin de répondre dans la minute, dans les 10 minutes,
au-delà de ça, on est déjà dans une situation où on va devoir gérer une crise avec nos clients. Très bien, merci beaucoup Xavier. Fabien, quant à vous, dans les incidents que vous êtes amenés à traiter, est-ce que cette multiplicité d'outils aide à mieux comprendre une attaque ou est-ce que ça rend la chose beaucoup plus fragmentée? Ben, ça rend l'incident plus fragmenté. Il faut qu'on puisse essentiellement, de la même façon qu'un SOC, réunir les informations, de vérifier que les informations sont coordonnées au niveau de ce que ça essaye de nous dire. Et on voit souvent des attaques qui sont en fait, qui bougent d'un cloud sur un autre. Donc il faut qu'on voie en fait les informations si on voit un attaquant sur un côté, s'il a bougé sur les comptes qu'il a bougé. Donc en fait, au niveau de l'attaque, on est obligé de travailler sur l'architecture du client pour comprendre comment le client travaille, les outils qu'il déploie, de récupérer les informations, de s'adapter aux outils du client et pour pouvoir donner la bonne réponse. Donc il y a vraiment un travail de fond en début d'un incident pour comprendre ce qu'on va pouvoir essentiellement extraire de l'environnement, surtout que l'environnement, souvent quand on parle de ransomware, il va y avoir des logs qui vont être effacés. Donc par exemple, toutes les logs de firewall, malheureusement, il y a un nombre d'incidents où ils ne vont pas être disponibles. Donc on trouve des informations réduites, on va devoir extraire le maximum sur les données qu'on va avoir et puis donner le plus de valeur au niveau de l'enquête pour donner la réponse la plus efficace et la plus rapide au client. Donc au niveau des orchestrations, de pouvoir essentiellement de récupérer cette information-là et puis d'être plus rapide sur le triage et puis la réponse au client, c'est assez vital, oui. Très bien, merci beaucoup. Alexandre, quant à vous, d'un point de vue technique, plus technique et du terrain, est-ce que ces différentes couches couvrent réellement l'ensemble des surfaces d'attaque ou est-ce qu'il reste encore des zones moins visibles et à découvert? Alors, pour répondre à cette question, Fabien, j'aimerais revenir un petit peu sur le terme briques et couches de sécurité qu'on a utilisé là, pour bien définir de quoi il s'agit, en fait. Il y en a beaucoup, et donc j'aimerais bien qu'on les liste un petit peu pour préciser de quoi on parle. Je commencerai par l'ancien, le plus vieux, l'antivirus, que tout le monde connaît bien, et son compère qui vient d'arriver, l'EDR, plus performant. Ensuite, quand ça tourne autour du mail, on a vu apparaître ces dernières années quand même beaucoup de nouvelles technologies pour essayer, de se prémunir contre le spam d'une part, d'abord, et puis maintenant de plus en plus contre le phishing, qui est une technique encore très utilisée. Donc autour du mail, on a vu arriver la catégorisation des emails pour savoir un petit peu de quoi ils retournent, tous les systèmes de détection de phishing, d'URL malveillantes, l'analyse des pièces jointes dans les emails, dynamiques et statiques. Il y a tous les standards autour du SPF, Sender Policy Framework, le DKIM et le DMARC pour les politiques de traitement de tous ces emails. Et puis, on va même jusqu'à essayer de redonner à l'utilisateur une vision de son email en mode lecture seule pour être sûr que rien ne va détonner et qu'il ne va pas être infecté. Donc là, on a aussi tout un tas d'outils qui sont arrivés et qui sont très utiles. Il y a ensuite tout ce qui est attack surface management, donc la gestion de la surface d'attaque, à commencer par son évaluation. Donc on a vu arriver, et c'est de plus en plus répandu, des outils pour scanner depuis l'extérieur les SI des entreprises et mieux gérer les vulnérabilités, parce que cette surface d'attaque, cette surface d'exposition sur Internet est un vecteur d'entrée important. Et donc là, il y a tout un tas de plateformes et d'outils et de briques et de couches logicielles qui sont utilisées. Et puis après, donc ça c'est beaucoup pour la détection. Et ce n'est pas le seul outil qui est utile dans un SOC ou pour faire de la cybersécurité. On a aussi besoin de journaux, tout simplement, pour
comprendre l'activité du système d'information. On a les firewalls, ça c'est plus ancien, mais ils sont de plus en plus spécialisés. Maintenant, on parle de next-gen firewall, donc ils ont des composantes, des features de cybersécurité qui sont de plus en plus développées. On a le NAC, on a les WAF, on a les SIEM, évidemment, qui en sont en évolution importante. Le fameux SOAR, l'orchestrateur, dont on va parler pas mal aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, j'oubliais les mobiles, qui est une surface d'attaque importante et de plus en plus ciblée. Donc voilà toutes ces briques. Est-ce que pour autant, on a une couverture idéale? Est-ce que la multiplicité de ces briques de technologie, de cybersécurité est utile pour la détection? Je dirais que non, en fait. On a une diversité de technologies dans les SI qui est énorme. Ces technologies, leur diversité, leur nombre va probablement pas diminuer. Au contraire, ça va augmenter. On va avoir sans arrêt de nouvelles technologies. Le secteur de l'IT, c'est un secteur en forte évolution. Donc on a sans arrêt des nouveaux protocoles, des nouveaux outils. Donc ça va augmenter. Et donc notre couverture de supervision de sécurité, malgré toutes ces briques-là, n'est pas idéale et pas complète. Pourquoi elle n'est pas complète? Il y a à la fois un frein opérationnel. C'est compliqué de déployer de la supervision de sécurité partout, dans tout le SI. Notamment parce qu'il est cloisonné, mais aussi parce qu'il faut ouvrir des flux, que historiquement les SI sont rarement conçus avec cet enjeu de cybersécurité. Donc c'est difficile de déployer. Il y a aussi des réticences des administrateurs, des exploitants, parce que ça va alourdir leurs procédures, ça peut alourdir aussi leurs machines dans certains cas, et parfois ça peut provoquer des blocages dans le système d'information. Il y a aussi la problématique que certains équipements ou certaines technologies ne sont pas du tout couvertes. On a bien en tête le DR qui est de plus en plus répandu, mais il y a des technologies et des briques qui ne sont pas du tout couvertes. Je pense notamment aux équipements de bordure ou aux appliances, qui sont des équipements propriétaires dans lesquels, même si de manière sous-jacente, on a un système d'exploitation bien connu sur lequel un EDR pourrait marcher, en fait, on n'est pas autorisé à déployer ces dispositifs dessus. Et donc, on manque de couverture de supervision de sécurité. Je pense aussi aux téléphones mobiles. On voit apparaître des solutions de cybersécurité, mais elles sont quand même assez superficielles pour l'instant. Elles n'ont pas accès aux informations nécessaires pour vraiment détecter. Et en plus de ça, souvent, les téléphones ciblés sont des téléphones personnels plus que professionnels. Et donc là, on a encore moins les moyens d'aller regarder ce qui se passe. Merci beaucoup. On va peut-être pouvoir, par la suite, continuer à développer vos idées. Je vais passer directement à Benjamin. Comment une entreprise ou une administration, parce qu'on ne laisse personne de côté, trouve le bon équilibre, même si Alexandre a commencé avec un début de réponse, entre des nouvelles briques, toujours plus de superposition de solutions, et garder une cohérence globale, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs? Alors c'est une bonne question. On a effectivement une multitude de briques et sans vouloir en rajouter, on n'a pas parlé de cloud, on n'a pas parlé d'environnement industriel. Donc en fait, on aurait pu en rajouter puisqu'en fait, ça va traduire aussi la réalité technologique de l'entreprise ou de l'administration en fonction de son métier, de son activité. Et du coup, pour s'y retrouver, plus l'entreprise est grande, plus c'est complexe sur un sujet aussi simple que l'EDR.
simple, oui, qui est quand même désormais quelque chose d'assez simple, même si c'est relativement récent. Il n'est pas rare de trouver des structures où il y a plusieurs EDR, alors que c'est une technologie relativement récente. Donc rien que ça, déjà, ça devrait nous faire nous poser des questions. Ça peut traduire la vie de la structure qui a racheté une entité, qui a fusionné, etc. etc. Parfois, ça traduit aussi peut-être un manque d'urbanisation ou de gouvernance dans le choix des technologies de sécurité. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a voilà, pas mal de facteurs entre une forme de pression ou envie d'avoir les nouvelles technos parce qu'on se dit que c'est celles-là qui vont nous sauver. Et en ça, je pense que le marketing de l'industrie cyber a quand même très bien travaillé sur l'EDR. Alors c'est efficace l'EDR, mais ça a quand même il y a eu quand même un beau boulot des éditeurs parce que tout le monde a voulu un EDR du jour au lendemain, même si sans EDR, on voit bien que la vie est quand même plus dure. Il y a ce besoin de se dire, évidemment, il faut que la technologie, on puisse l'installer, la gérer comme toute technologie. Et peut-être que parfois, on sous-estime un petit peu le coût du run, le coût de la gestion au quotidien. On a vu des clients avoir des attaques alors que ça clignotait en rouge. Qui a regardé l'attaque? Qui a regardé l'alerte? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré profit de cette technologie? Donc, il y a peut-être un problème d'empilement. Et puis, évidemment, encore plus ces derniers mois, il y a la problématique du budget. Les budgets ne sont pas vraiment dans les dynamiques les plus positives en ce moment et les technologies ont un coût. La gestion de la technologie dans son ensemble a un coût. Donc on a quand même un petit casse-tête pour trouver, choisir et avoir un bon équilibre entre toutes ces technos et le bon millefeuille. Merci beaucoup, Benjamin. Très intéressant, effectivement. Alexandre, je reviens à vous avec cette diversité de sources. Donc, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à reconstruire une vision vraiment fiable d'une activité malveillante ou est-ce que ça reste encore plutôt partiel? Alors, pour répondre à cette question, c'est une vraie question, j'aimerais bien qu'on distingue deux activités différentes. La première, c'est la détection. Oui, on est toujours sur la détection pour le moment. Et la deuxième, c'est quand on parle de vision claire, en fait, ce qu'on veut, c'est pas juste savoir qu'il y a un attaquant dans le SI, c'est avoir compris qu'est-ce que l'attaquant a fait, par où il est arrivé, etc. Donc là, il y a eu, pour avoir cette information, il y a eu une analyse. Et en fait, ces deux sujets, la détection et l'analyse, ce sont deux sujets qui sont in fine différents, qui n'ont pas les mêmes tenants, les mêmes aboutissants, qui n'ont pas tout à fait les mêmes rythmes, les mêmes contraintes temporelles. Donc la détection, l'objectif, c'est on va déployer des règles de détection le plus possible, partout, sur tout le SI, en tout cas le plus largement possible, avec comme idée qu'en soi, chaque règle de détection peut être contournable, mais la difficulté, c'est qu'il y a 500, 1000, plusieurs milliers de règles de détection. Il suffit qu'une seule sonne pour qu'on soit au courant qu'il y a un attaquant sur notre SI. Et là, le job de la détection est terminé. Et on rentre dans une deuxième phase. Donc, et ce job-là, je reviens sur la détection, pour ce job-là, il faut couvrir le plus possible le SI et on a des contraintes de temps réel. Quand on rentre dans la phase de « ça y est, je sais que j'ai un attaquant et je veux comprendre qu'est-ce qu'il a fait, comment il est, par où il est passé », les contraintes sont différentes. On a aussi un peu besoin de détecter, parce que ça peut toujours aider de savoir que soit il y a un autre attaquant, soit en fait on l'a détecté à plusieurs endroits, mais aussi on a besoin de comprendre son mouvement. Et là, c'est plus tout à fait les mêmes briques technologiques qui sont utilisées. On va plutôt utiliser, je prends l'exemple des logs de firewall qui vous disent, ou les netflows dans les routeurs, qui vous expliquent quels sont les paquets qui ont transité dans le réseau, qui vous permettent de suivre des chemins quand vous connaissez que vous savez que l'attaquant est à tel endroit, il a eu telle adresse IP, et donc vous pouvez pointer du doigt son cheminement. Donc, pour répondre à cette question, voilà, il y a d'un côté la détection, de l'autre côté l'analyse. Et ce n'est pas les mêmes métiers. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a essayé de faire tout en même temps, c'est-à-dire de la détection et de l'analyse, et tout centraliser. Et avec le temps, je pense qu'on va comprendre que ce sont des objectifs différents, des besoins différents, et donc des métiers différents surtout. Comment ? Et des métiers différents, tout simplement. Et des métiers peut-être différents. Merci beaucoup. Je passe à vous, Xavier. Quand on croise les informations aussi des différentes couches dont on a parlé tout à l'heure, endpoint, réseau, identité, cloud,
Est-ce que ça permet réellement d'en faire une lecture fiable et exploitable derrière, ou est-ce qu'on a besoin de plus? Alors, quand on croise ces éléments, on a tendance à se dire oui, ça fiabilise, ça apporte une certaine lecture plus simple, plus complète et plus cohérente de l'ensemble des alertes, comme c'était mentionné juste avant, comme le disait Benjamin. On est après la phase de détection, on a besoin d'une analyse primaire, une première phase derrière la détection pour avoir j'ai envie de dire une préanalyse et un premier avis via de l'outillage. Aujourd'hui, si on travaille sans outillage, on se retrouve malheureusement dans une situation où l'analyse est complexe, longue, là où on doit être sur des temps courts pour décider si c'est grave, pas grave. L'outillage qu'on a aujourd'hui, et c'est peut-être aussi là où on s'est perdu un peu, et je te rejoins sur l'aspect détection versus analyse, c'est que beaucoup d'outils veulent couvrir l'ensemble du SI. On a une tendance marché via les éditeurs et chacun a envie de se dire je sais bien faire. Effectivement, on sait tous bien faire le métier de la cyber, on connaît nos métiers, mais on a des expertises spécifiques. Aujourd'hui, il y a des confusions qui se font entre outils spécialisés, outils plutôt généralistes, même si ça reste des outils d'expertise et non pas des outils vraiment généralistes. Mais on a besoin, du point de vue du SOC, déjà, d'avoir une couverture maximum sur le SI, de collecter le plus d'informations, c'est ce qui va donner de la fiabilité. La première étape qui est venue derrière les outils individuels, c'est la partie SIEM. On a une tendance à dire, je vais envoyer tous mes logs dans mon SIEM, et lui, il va me permettre de détecter proprement l'ensemble des attaques, l'ensemble des alertes à traiter. On le voit bien, le SIEM a ses limites, puisqu'il a une temporalité, il a des règles qui sont très spécifiques, ça peut être aussi vite coûteux, parce qu'on a quand même des enjeux clairement de budget. Monter un SIEM, dire je mets des terras de logs toutes les 5 minutes, ça a un coût. C'est un coût pour l'entreprise et ça devient moins pertinent aujourd'hui. C'est là où on commence, où justement on arrive à l'orchestration et où on se dit je n'ai plus de problématique à avoir des outils qui sont décorrélés les uns des autres et je vais préférer, je vais avoir tendance à m'orienter vers des outils plus spécialisés pour chaque partie. Si on parle du phishing, je vais prendre un outil plutôt spécialisé phishing. Si on parle de firewall, on va regarder les fonctionnalités du firewall, les capacités à lui-même déjà détecter des comportements anormaux. Les next-gen firewall le font depuis longtemps, mais sans ce lien, on a eu cette tendance à aller vers le SIEM et se dire lui il va faire le travail de récupérer toutes les alertes et de dire qu'est-ce qui se passe, en plus d'analyser les logs, ce qui est déjà bien souvent fait par les outils de base. Et c'est l'orchestration qui amène ce lien et cette fiabilisation. Aujourd'hui, en se disant je raccorde des outils ou je prends un outil généraliste, certes ça va m'aider, ça va me donner une meilleure vision, mais si je veux aller plus loin dans ma protection, et l'enjeu aujourd'hui de la cyber, je le répète à l'ensemble de mes clients, quand je démarre les contrats, je le répète tout au long de la vie du SI des clients quand on les exploite, c'est pas tant de se dire c'est parce que j'ai pris un SOC, j'aurai pas d'attaque. C'est faux. Il y aura toujours des attaques. Il y a des attaques en permanence. La question est aussi de savoir réagir quand ça arrive. Le but d'un SOC, c'est de pouvoir traiter dans la mesure du possible toutes les alertes qu'on va pouvoir bloquer immédiatement, c'est là où l'orchestration joue, mais aussi de se préparer au jour où j'ai un attaquant qui passe. Parce qu'on reste humain, on reste avec des humains et des outils qui sont fiables ou non, qui couvrent l'ensemble du parc, l'ensemble du SI, et il y a toutes les politiques de gouvernance, on n'a jamais une maîtrise totale de l'architecture parce qu'on a des équipes qui sont énormes et les changements dans le SI, c'est au quotidien, donc on ne peut pas se dire factuellement, je vais pouvoir me prémunir de toutes les attaques possibles et imaginables. Du coup, l'orchestration nous amène cet aspect-là de la réponse et de l'analyse, on va dire, plus automatisée, plus rapide, et aussi permet d'envisager les cas de gestion de crise avec des scénarios qu'on va pouvoir prédéfinir pour se préparer le jour où j'ai vraiment une attaque qui passe. Comment je fais, quels sont les premières steps, et j'ai juste besoin d'un humain, d'un coup de fil avec quelqu'un qui va me dire oui, le SOC va alerter en disant il y a une attaque qui s'est passée. Là, c'est passé, donc on a le plan, le plan bouton rouge. Je vais couper le SI du client, mais c'est avec l'accord du client. Et on va dire l'orchestration nous aide à gagner en réactivité derrière la décision.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Xavier. Je poursuis avec Fabien, et en complément avec la question de Xavier d'ailleurs. Qu'est-ce qui échappe encore le plus souvent à l'analyse aujourd'hui, selon vous ? En fait, la fragmentation de l'information fait qu'on doit avoir des personnes qui sont vraiment spécialistes dans toutes les sources qui viennent. Donc, c'est vraiment, quand on a une plateforme X ou Y, ils vont avoir une information vraiment spécialisée par rapport au type d'alerte, au type d'événement, la conséquence et la corrélation entre les événements n'était pas toujours là, donc la corrélation entre tous les systèmes doit être pertinente, mais le degré d'information qui est présenté varie suivant les plateformes. Donc souvent aussi l'information vient de sources externes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les logs qui vont nous donner les informations sur l'attaquant, mais ça veut dire c'est cette adresse IP-là, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'on l'a vu dans d'autres attaques? Et cette information, en fait, elle va être récupérée par un système, elle va enrichir les logs qu'on va voir, et ça va donner une sorte de contexte à l'analyste qui est important pour déduire si l'attaque, en fait, elle est critique ou si elle est mineure ou si, en fait, c'est un faux positif. Et toutes ces informations-là vont être présentées de façon différente, ça va être subtil. De temps en temps, on va voir juste un petit élément en disant, en fait, ce nom sur cette authentification de la boîte, en fait, elle ne vient pas de notre périmètre du SI, elle vient d'une boîte externe. Comment ça se fait? Et c'est juste un tout petit détail dans une log qui va faire qu'en fait, on a une attaque en interne et on va pousser le gros bouton rouge sur l'attaque. Et ce degré d'information qui arrive fait que si le SOC, par exemple, n'a pas l'habitude de faire des incidents type ransomware ou plus impactants, ne va pas forcément voir cette information comme vitale et va passer outre. Et donc, on va rejoindre ce que Benjamin disait, souvent, quand on vient en incident response, quand on voit les IDR, quand on voit les systèmes de SIEM ou les IDS, on voit souvent des grosses alertes qui sont passées outre parce que les équipes n'ont pas forcément réagi sur la criticalité de l'alerte qu'ils ont vue initialement. Donc, les systèmes ont fait leur boulot, mais l'analyse derrière n'a pas transformé cette alerte en action directe qui doit être communiquée au client. Donc, c'est l'aspect très important du système parce que le système fait très souvent son boulot. Ça fait maintenant un nombre d'années où on a des systèmes, que ce soit le SIEM, IDR, antivirus, qui montrent qu'il y a des attaques. Bon, de temps en temps, les attaqueurs arrivent à les enlever, arrivent à passer outre, mais on arrive quand même à avoir des détections. Et c'est le côté humain d'avoir l'information qui est essentielle, qui est montrée en tant qu'action, qui de temps en temps pêche et du fait qu'on a des incidents derrière. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'approfondir sur ce sujet d'ailleurs tout à l'heure. Benjamin, finalement, est-ce qu'il est vraiment réaliste aujourd'hui pour une organisation d'avoir une vision cohérente à partir de toutes ces sources ou est-ce que ça complexifie tout en fait? Alors réaliste, je ne sais pas, mais il y a quand même une nécessité de voir ce qui se passe pour pouvoir réagir, parce que le constat qu'on fait tous les ans, c'est que la menace, elle est là, elle s'intensifie, il se passe plein de choses, et en fait, l'entreprise, elle est obligée d'avoir de la visibilité. Pour moi, un des points qui me vient à l'esprit en écoutant tout ce qui se dit, c'est qu'il y a peut-être un problème de définition, et Alexandre, c'est important, revenez sur certaines définitions. Et justement, la notion de SOC, c'est quand même quelque chose qui est assez peu normé. Est-ce qu'un SIEM managé ou un SIEM, ça constitue un SOC? Est-ce qu'un EDR managé, c'est un SOC? Qu'est-ce qui fait un SOC? En tout cas, le besoin, on le voit bien. Il faut pouvoir réagir quand il y a un problème. Il faut voir ce qui se passe. Il faut avoir de l'information sur les choses anormales, malveillantes qui se passent et pouvoir traiter, réagir le plus vite possible. Donc l'entreprise, quelle que soit l'organisation publique, la structure qui veut se défendre, elle doit trouver une solution pour récupérer des informations, les corréler quand même parce que ça va permettre d'aller plus vite et de voir si oui ou non c'est un vrai problème, s'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer et prendre des décisions. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une espèce de rappel, de retour à la réalité, il y a une nécessité quelque part de
de détecter et de réagir. Alors évidemment, entre la nécessité et la capacité à faire, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais il faut. L'entreprise n'a pas le choix. Donc à un moment donné, si l'empilement de techno nuit à la capacité à justement détecter, analyser, réagir, il faut peut-être assainir pour derrière regagner en efficacité au niveau de la sécurité opérationnelle. Très bien. On voit bien que le défi aujourd'hui, c'est plus seulement de détecter, hein, on l'a bien compris, mais de réussir à relier et exploiter efficacement toutes ces informations. Et c'est là donc la question de l'orchestration prend tout son sens. Benjamin, est-ce que, je reste avec vous, hein, qu'est-ce qui change réellement quand on passe d'une logique d'outils simples à une logique d'orchestration? Qu'est-ce qui fait la différence? Justement, pour moi, le SOC, il doit être capable, il doit intégrer une forme d'orchestration. Alors c'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière le mot orchestration? Mais à minima, il doit s'alimenter de plusieurs sources. L'attaquant, il passe par plusieurs portes, il rebondit, ça passe par un PDF malicieux et ça termine dans l'Active Directory. De fait, on va devoir regarder dans différents morceaux du système d'information. On l'a dit au tout début, il y a un certain nombre de composants technologiques. Il faut détecter sur le endpoint, il faut voir le mouvement latéral qui a permis d'aller dans un autre endroit, puis regarder ce qui se passe, par exemple, dans un Active Directory. Donc en fait, on est obligé d'avoir une vue transverse sur plusieurs composants, ne serait-ce que pour détecter et quand même idéalement analyser, pour croiser toutes ces informations, les corréler. Voilà. Après, l'orchestration, on l'a pas mal associé à une forme de un truc un peu magique où on récupère des informations, c'est analysé et hop, on a une espèce de réponse plus ou moins automatisée. Donc ça, je pense que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Utopique. Mais de base, il faut pouvoir se nourrir de plusieurs sources parce que ce qu'on supervise, ça reste complexe. Ça a été dit, c'est un système d'information avec pas mal de composants technologiques différents. Donc il faut avoir de l'orchestration, parce que si on regarde un seul outil, on le voit bien, les attaquants, et je travaille également chez Advance en plus de mes activités occlusives, on publie notre rapport sur l'état de la menace, les attaquants, ils ont bien compris que les gens ont des EDR. Donc ils utilisent des comptes volés, ils rentrent de façon complètement légitime dans les systèmes d'information, ils font des mouvements latéraux pour prendre des privilèges. Si on a un EDR mais qu'on n'a pas de NDR, on ne va pas voir grand-chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter toutes les technos du marché, ça veut quand même se dire qu'il faut avoir des yeux sur les chemins d'attaque et se remettre aussi, essayer de se mettre du point de vue de l'attaquant pour savoir par où il passe et essayer de se dire est-ce que j'ai de la visibilité sur les chemins qu'il pourrait emprunter. Très bien, merci. Xavier, donc l'orchestration, on en parle. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça change dans la manière de traiter l'information et comment réagir à ça? Alors l'orchestration, je vais partir sur la partie analyse déjà. C'est quand même le premier sujet, avant même de parler de la partie remédiation, qui est un enjeu encore plus complexe. Bien après. Voilà. Mais, si je prends l'orchestration en elle-même, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte, j'en reparlais tout à l'heure, et c'est ce que mentionnait Benjamin, elle apporte une analyse plus rapide, plus fine, des différents outils. Quand on parlait au début des X consoles, des X outils qu'on a d'ouvert en permanence au SOC, au démarrage des SOC, maintenant ça change heureusement, l'orchestration amène cette capacité à grouper un peu toutes ces alertes, les corréler, amener plus de corrélations, pouvoir aussi faire le lien entre différents outils où il nous manque peut-être une info au milieu. Si on parle de chemin d'attaque, si j'ai pas de SIEM, si j'ai qu'un EDR, je ne vais pas avoir la visibilité sur tout ce qui s'est passé côté réseau. Par contre, l'orchestration va nous permettre d'aller récupérer potentiellement des logs directement du firewall au moment où on a une suspicion d'alerte ou des infos de l'AD. On va pouvoir aller attraper ces informations des différents outils qui sont décorrélés. Et plutôt que de mettre tout ça dans un SIEM ou dans une super patate où on se dit c'est l'outil magique, on met tout dedans et ça va nous ressortir quelque chose, le soir et l'orchestration nous amène cette capacité à dire c'est pas grave, j'ai des choses qui sont décorrélées les unes des autres, je vais prendre les informations qui sont à ma disposition et juste par ce fait-là, en quelques secondes, minutes, j'ai une analyse plus complète et une vision plus claire de ce qui s'est passé au niveau de l'attaque, même si je n'avais pas l'outil au milieu qui m'aurait permis, si j'étais dans le monde idéal, d'avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des alertes de tous les outils du monde et avec un budget qu'on aimerait tous avoir. Le soir ramène cette capacité à
être pragmatique et à se poser les bonnes questions au bon moment et à donner aussi du contexte à l'alerte, de la prise de décision plus immédiate, du conseil, que ce soit du point de vue du SOC, ça aide les analystes, mais ça peut aussi directement déboucher sur, pragmatiquement, je sais que dans tel cas de figure, j'ai une politique de sécurité qui dit ce comportement il est interdit. C'est pas forcément un attaquant qui génère quelque chose, c'est quelque chose qui est peut-être non conforme à mes politiques de sécurité internes. L'orchestration va permettre d'aller adresser aussi la question à la bonne personne, pas forcément à l'analyste. On va se permettre, via l'orchestration, de décharger l'analyste de certaines alertes où c'est plutôt de la prise de décision du client. Je prends typiquement le sujet le plus basique qu'on peut avoir, c'est la maîtrise de nos SI. J'ai une analyse de risque, les bonnes pratiques disent je dois avoir des logiciels autorisés, une liste de logiciels interdits. By design, le reste doit être ce qui est autorisé est autorisé, ce qui est interdit est interdit, mais il y a le flou au milieu, parce que bien souvent les gens ont le droit de faire un petit peu tout et n'importe quoi. On n'a pas encore une maîtrise totale des postes, et si je me place du point de vue du SOC ou des responsables des SI, ils ont des droits qui, par définition, leur permettent de faire des choses que tout un chacun ne peut pas faire. Donc ça permet, dans ce genre de cas-là, de décharger le SOC de l'alerte en elle-même et de le renvoyer vers la personne qui va pouvoir prendre la décision et dire c'était une activité normale ou anormale. Je pense un des points qu'on a constaté aussi au niveau des SOC, c'est qu'au démarrage des SOC, on a eu tendance à dire on va tout remédier, on va tout bloquer. Tout ce qui est anormal, on va le bloquer. Par contre, dès qu'on arrivait sur des comptes à privilège, des comptes d'administrateurs, de personnes qui ont besoin de faire des activités qui sont potentiellement liées à un attaquant, à un comportement d'attaquant, on allait bloquer ces gens-là. Et on s'est retrouvé avec des problématiques entre les équipes d'infra et d'exploitation et les équipes du SOC qui disent moi je vais tout bloquer parce que ça c'est dangereux, mais accessoirement les équipes d'administration ont besoin de pouvoir travailler. Donc on peut se permettre maintenant d'aller dispatcher les questions aux bons endroits. Si c'est un faux positif ou si c'est une potentielle alerte ou s'il y a une remédiation automatique faite par le DR, avec l'orchestration, on peut redonner la main aux équipes IT qui font l'exploitation des systèmes et dire oui, j'ai besoin de lancer tel logiciel, j'ai besoin de lancer telle commande, débloquez-moi ça, et on n'a plus besoin de passer par les équipes du SOC qui vont modifier les configurations. Très bien. Je passe à vous, Fabien. Dans la réalité, à quel moment cette orchestration montre ses limites et où ne produit pas les effets attendus? Et on peut peut-être faire on rentre aussi dans la matière de la rémédiation, peut-être post-incident. Oui, alors ça donne aussi un faux sens de sécurité à certaines équipes, notamment au SOC interne, et c'est vraiment un challenge à ce niveau-là. C'est que quand l'EDR, par exemple, a terminé le processus, quand il a fait un kill du processus ou quand il a fait une isolation de la boîte, en général, on a vu le même problème avec les antivirus il y a nombre d'années, c'est que les équipes vont penser que l'activité est finie et qu'on passe à une autre activité. Donc, on a une alerte immédiate qui permet d'enrayer une activité d'un attaqueur, mais le fait qu'on a un attaquant dans la plateforme qui se balade, qui a des droits plus élevés qu'on pense, ça permet à l'attaqueur de changer et de la méthodologie, de faire autre chose qui ne va pas forcément être détecté, qui ne va pas forcément être vu, et qui va soit se balader sur un autre système qui n'est pas couvert ou qui va enlever la couverture du système. Et la réaction du SOC ou de l'IT ne va pas forcément être en ligne avec l'alerte, la criticalité de l'alerte que l'IDR a donnée. Donc il faut vraiment passer sur, même s'il y a une activité qui a été faite par le système de protection, parce que c'est leur but, s'ils font la détection et la protection, c'est aussi de la continuer, de voir si l'activité est suffisante, s'il y a d'autres activités plus importantes au niveau de la mitigation, donc est-ce que je dois éteindre ce système, est-ce que je dois bloquer le compte, est-ce que changer juste le mot de passe c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut que je fasse une activité globale plus importante? Est-ce que je dois faire des activités de forensique pour savoir si les télémétries que j'ai à ma disposition sont suffisantes pour le type d'alerte? Et puis, en fait, d'éviter que ça devienne un incident et que ça reste un événement de sécurité qu'on a essentiellement protégé. Et ça, c'est le côté de l'IDR qui, avec l'orchestration, en fait, l'orchestration dit en fait j'ai fait une activité, maintenant tu es safe, mais ce n'est pas forcément vraiment le cas. Il y a des activités de continuité qu'il faut finir et de pouvoir avoir l'expertise et
au niveau de l'analyse et puis de vérifier qu'en fait, oui, vraiment, l'alerte a été faite et on sait d'où ça vient et comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Fabien. On a regardé comment réagir et quelles sont les limites de l'orchestration. Je passe à vous, Alexandre. Qu'est-ce qui freine le frein de l'orchestration? Qu'est-ce qui est vraiment efficace à l'échelle d'un système d'information? Et qu'est-ce qui arrive est-ce qu'on arrive encore à maîtriser cette complexité? Ou est-ce qu'on atteint une certaine limite? Beaucoup de questions en une, quand même. Alors, donc l'orchestrateur, il va permettre d'apporter du contexte du point de vue de l'analyste, celui qui traite les alertes. L'orchestrateur va lui apporter tout un tas de contexte déjà avant que l'alerte arrive, en amont de l'alerte. Puis ensuite, quand l'analyste traite les alertes, il va pouvoir demander des pivots et cet orchestrateur, il va pouvoir faciliter son travail, il va faciliter son analyse. Et puis, on l'a dit, il peut faire de la réponse à incident. Les freins à ça, c'est assez simple. Plus votre SI va être sécurisé et cloisonné, eh bien, plus ça va être difficile d'avoir un orchestrateur qui opère et qui agisse sur tout le SI. Donc il y a cette espèce d'ambivalence entre avoir un dispositif qui puisse opérer ou apporter une vision totale et avoir un SI sécurisé et donc cloisonné. Donc ça, c'est un des freins. Un autre frein qu'on rencontre souvent de manière opérationnelle, c'est que pour orchestrer, il faut aussi avoir des relais près des équipements, dans les zones sur lesquelles on agit. Et il faut avoir de l'automatisation. Et il n'y a pas toujours de l'automatisation partout. Donc ça va freiner l'orchestrateur. Et puis, l'orchestrateur qui relie un peu toutes ces informations des différentes sources qui remontent dans les SOC, il va avoir la difficulté de l'interopérabilité de ces sources. Il faut que ces sources, il faut les relier, donc il faut savoir où chercher une adresse IP dans telle source, dans telle autre source, etc. Et comme il y a beaucoup de technologies, beaucoup de sources, et ben cette interopérabilité des journaux ou des briques de détection que l'orchestrateur doit gérer, c'est une de ces complexités. Et pour ça, il faudrait un peu plus de normes pour que ces écosystèmes puissent mieux discuter, puissent être plus interopérables. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et puis, je voudrais aussi mentionner comme frein, notamment pour la réponse, un frein un petit peu politique ou de gouvernance. C'est-à-dire que quand il y a un incident de cybersécurité important et qu'il faut prendre la décision de soit appuyer sur le bouton rouge pour isoler un système, soit bloquer des flux, bien, il y a toujours la question qui se pose entre quel va être l'impact. Et est-ce que c'est au SOC de prendre cette responsabilité? Parce que, in fine, le SOC est au service du business de l'organisation. Et donc, cette décision, ce n'est pas forcément à lui qu'elle revient. Et donc, ces pouvoirs qu'offre l'orchestrateur et dans l'automatisation et dans la réponse à un incident un peu rapide, eh ben, ils doivent être partagés avec les autres organes de l'entité, de l'organisation, parce que c'est à discuter. Et donc ça fait partie aussi des freins au déploiement des orchestrateurs. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On voit que la complexité est là pour durer et que l'orchestration ne résout pas forcément tout. Donc, je passe à Fabien. Et concrètement, qu'est-ce qui permet de gagner en efficacité sans ajouter encore plus de complexité? En fait, travailler avec les équipes d'intégration, donc on va parler des équipes, par exemple, on a de l'Entra, de l'Office 365, de l'AWS, des équipes cloud, qu'on en voit un peu partout, c'est de pouvoir en fait avoir les équipes qui font les mises en place, d'avoir essentiellement les scripts qui permettent de faire les activités et de les joindre avec les orchestrations. Donc ça permet essentiellement de joindre en fait l'équipe au sol qui fait les activités de maintenance, de savoir dans les alertes, de communiquer et puis de faire ça en même temps que d'implémenter les systèmes. Donc essentiellement de
penser l'orchestration quand on déploie un nouveau système, de savoir quelles activités est autorisée, de savoir qui on doit communiquer quand on désactive un portable. Donc, personne dans un SOC, je rejoins Alexandre, veut bloquer le portable du CEO 5 minutes avant qu'il doit faire une présentation. Ça y est, des trucs au niveau business où il faut avoir une possibilité de savoir comment on fait et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça a vraiment un impact business. Donc, de pouvoir travailler avec les équipes au sol, de savoir ce qu'on peut faire, les limites, et de savoir à qui communiquer ce sens, ça permet de réduire essentiellement les impacts, mais aussi de gagner en efficacité par rapport aux équipes au niveau des impacts que ça pourrait avoir pour leur donner les activités qu'ils doivent faire, et puis de dire en fait, si vous avez un impact, regardez ici, parce que on a fait une activité sécurité et c'est les protocoles que vous devez suivre. Donc de joindre plus le SOC avec le client au niveau des équipes au sol. Oui, complètement, qu'ils soient plus efficients sur le terrain. Xavier, on parle du coup, Fabien, il a un petit peu mis le sujet en avant. On parle beaucoup d'outils, il me semble qu'on oublie le plus important, c'est-à-dire nous, les humains. Et je voudrais savoir quel rôle jouent aujourd'hui les équipes, leurs compétences, leur formation, pour une plus grande efficacité. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y a beaucoup de sujets à améliorer. De toute façon, on va dire, le principe d'une entreprise, c'est de s'améliorer. Si je reprends sur la partie pure SOC, c'est un métier, comme on l'a bien vu, c'est un métier d'expert. Mais la cybersécurité, c'est un métier avec de multiples experts. Il y a des experts analystes, c'est les personnes qu'on a typiquement au SOC, mais on a des personnes qui sont aussi dans la gouvernance. On a des personnes qui sont des experts des technologies aussi qui sont exploitées. Aujourd'hui, un SOC ne peut plus se permettre d'exploiter avec uniquement des analystes. On a besoin, comme tu le mentionnais Fabien, comme Alexandre d'ailleurs, on a un RSSI bien souvent en face. On a des politiques de sécurité d'entreprise. Comme je mentionnais avant, il y a des choses où ce n'est pas des alertes de sécurité au point de vue cyber ou activité d'attaquant, mais c'est des attentes de la gouvernance de l'entreprise, d'avoir une plus-value autre que de la détection d'alerte. Quand on met en place de l'orchestration, j'aurais tendance à dire qu'on se focalise sur l'objet technique, sur l'outil. C'est globalement ce qu'on a sur le démarche du SOC, sur les premières années du SOC. On voit une accumulation d'outils spécialisés ou généralistes, mais le besoin d'expertise et de compréhension de fonctionnement d'un SI va au-delà de la partie pure analyse. Quand on met de l'orchestration en place, on a besoin, du point de vue SOC, de pouvoir faire le lien entre toutes les équipes. Comme tu le mentionnais, quand on a des équipes qui s'occupent de la partie identité, quand on a des équipes qui s'occupent de la partie réseau, système, on a des experts en face qui peuvent voir comme une menace aussi le SOC, parce qu'eux ont aussi des enjeux d'orchestration. Bien souvent, ils ont des enjeux d'orchestration qui n'ont pas été adressés depuis des années. Et le SOC arrive en disant « je vais faire des actions automatisées sur ton SI ». Il peut y avoir des freins. Et on a besoin d'être plutôt dans une position au niveau des équipes, d'avoir des coordinateurs, plus de gouvernance au niveau du SOC. Pour identifier aussi en amont. C'est ça, il faut identifier les personnes, il faut identifier l'équipe pour une gestion de crise. Normalement, la plupart des entreprises ont bien avancé dans la partie gouvernance, préparation à la gestion de crise, donc ils connaissent l'équipe people, ils connaissent les personnes qui peuvent adresser, mais on a un rôle d'embarquement au niveau du SOC et d'exploitation de la donnée qu'on a à disposition. Aujourd'hui, un des stress de l'équipe, des équipes SOC, au-delà de la partie pur traitement des alertes, et le plus gros stress qu'ils ont, c'est je suis passé à côté de la petite info qui peut passer comme non sensible ou pas très grave, je suis passé à côté d'une alerte critique. Ça, c'est le stress au quotidien des analystes. Mais le stress, il arrive aussi au moment où on a une réponse incident, quand on n'a pas préparé en avance, quand on n'a pas identifié la gouvernance, et si on n'a pas d'experts pour nous accompagner sur la réponse incident, on se retrouve dans un monde très complexe. La première étape, c'est je définis ce que peut faire le SOC, à quel moment je délègue au SOC de l'autorité. Si on parle du 24/7, quand on a des personnes en astreinte côté client, faut se dire, si le client ne répond pas,
le SOC va devoir prendre une décision à un moment donné, parce qu'il ne faut pas revenir le lendemain matin avec tout le SI qui est éteint. Et de l'autre côté, la mise en place d'un orchestrateur, ça nécessite d'avoir toutes ces compétences et pas les compétences uniquement cyber. Il faut l'ensemble des compétences dans l'entreprise pour savoir comment on va s'intégrer là-dedans et comment on peut accompagner, reporter sur l'activité. Merci beaucoup. Alexandre, si vous deviez prioriser, quels sont aujourd'hui les leviers qui apportent le plus de valeur en matière de détection, d'orchestration, de tout ça? Il y a encore beaucoup de SI dans lesquels il n'y a pas de DR, en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Le DR, ça a quand même été une marche énorme dans la supervision de sécurité, la détection de menaces. Pas uniquement sur les workstations, mais aussi sur les serveurs. Et si vous ne pouvez pas tout faire, moi je dirais concentrez-vous sur ceux qui sont exposés sur Internet. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si je prends trop de risques en disant que c'est un gros levier. Ensuite, la gestion de la surface d'exposition sur Internet ou la surface d'attaque. Il faut avoir conscience de sa surface d'attaque et c'est un gros levier que de la connaître, savoir ses failles, ses vulnérabilités et pouvoir réagir quand il y a un problème là-dessus. Donc ça, c'est un deuxième conseil que je donnerai avec une forte valeur ajoutée. Et puis après, je mettrai l'accent, je reviendrai un peu sur les fondamentaux, les trucs un peu difficiles à mettre en œuvre, mais c'est la PSSI. La PSSI et sa surveillance. Surveiller que la politique est bien mise en œuvre. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est un gros levier dans le sens où tout d'un coup, ça élargit le nombre d'acteurs de la détection. C'est-à-dire les administrateurs deviennent des acteurs de la détection en surveillant localement sur leur propre périmètre les usages qui sont faits des équipements dont ils ont la responsabilité. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est une vieille recette, mais c'est pas encore vraiment en œuvre. Et plus ça va être mis en œuvre, je pense, plus on va avoir de détections qui seront peut-être pas issues des outils qu'on aura déployés, mais simplement des administrateurs qui ont dit, là j'ai un service sur mon Active Directory qui a un nom bizarre et j'en ai fait la revue et c'est un problème. Et puis l'éducation, cette PSSI, ça participe à l'éducation de l'entreprise, nos outils, les DDR, etc. aussi, mais l'éducation en général des gens de l'entreprise, ça aide quand même beaucoup. Voilà ce que je pourrais dire comme levier pour améliorer la détection. Merci beaucoup. Benjamin, c'est la dernière question. Donc, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à commencer à les préparer. On va laisser 5 minutes pour les prendre. Ça change quoi concrètement pour les organisations? Toujours pareil, administration, public, privé, toute taille confondue. Et qu'est-ce que ça implique dans la matière dont l'entreprise ou une administration doit arbitrer entre outils, priorités et investissements? Vous avez 1 minute. C'est pas la plus facile pour clôturer celle-là. Hein. C'est l'une des plus stratégiques du moins. Non, mais voilà, on voit bien qu'il y a un sujet de richesse ou de complexité. Le SOC, il doit déjà gommer ça. Le SOC, il doit digérer de l'information issue de plusieurs sources. Il doit mettre à disposition des équipes d'analyse de sécurité opérationnelle de l'information qui a déjà un premier niveau de qualification pour que les gens se concentrent sur le traitement des alertes, le traitement de ce qui peut faire mal. Donc ça, c'est déjà quelque chose, et c'est la réalité. Dans les SOC maintenant, c'est aussi pour ça que de plus en plus de structures externalisent le SOC, parce qu'on voit bien qu'il y a une complexité. On va confier ça à quelqu'un qui a l'habitude, qui sait un petit peu dompter tout ça. Et donc déjà, ça va permettre de se soulager un petit peu pour se dire au moins, cette partie-là, c'est fait. Ça ne veut pas dire que tout est fait, parce qu'en fait, le SOC doit en permanence s'enrichir de toutes les sources. Donc on a bien vu, il y a des choses... Le DR, c'est un bon exemple de quelque chose qui a été quand même assez vite identifié comme un incontournable. L'étape d'après,
elle n'est pas évidente. Est-ce que je fais du réseau, de l'identité, du cloud? Et il y a des solutions, mais dans tous les cas, le SOC, il doit pouvoir les digérer. Et du coup, et j'ai beaucoup aimé ce qu'Alexandre a dit, c'est qu'il y a toutes ces choses sur du temps réel, avec des technos qui sont à la mode et qui donnent de la visibilité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de fondamentaux qui vont faire un renforcement durable et profond de la sécurité. Oui, c'est très bien de mettre un EDR, un NDR, un CNAPP, un CASB, toutes les technos qui sont dans les 4 ans du Gartner, mais si on n'a pas mis du MFA partout, si on a des politiques de mot de passe qui sont plus adaptées avec les enjeux, et si on ne teste pas ces sauvegardes, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir toutes les technos du monde dans un super orchestrateur. On va avoir des problèmes le jour où on a un pépin. Donc il y a vraiment, voilà, il faut se simplifier la vie avec un SOC et une trajectoire SOC, parce que le SOC, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et à côté, ça nous donne du temps, des moyens et de la capacité de travail pour continuer à sécuriser et notamment aller jusqu'au bout des règles d'hygiène qui vont, notamment avec NIS 2, devenir des choses, dans certains cas, non discutables, quoi. Très très bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à vous 4 d'avoir partagé vos idées et votre vision des choses. Je me retourne vers vous. Est-ce que vous auriez des questions? Ne soyez pas timide. Et voilà, parfait. Je vais essayer de vous envoyer le micro. Hop, je crois qu'il y en a un juste là. Test. Ouais, ça marche. Et en plus, on vous fait descendre. Merci. Si en tant que collectivité ou entreprise, je veux déployer un SOC ou travailler avec un prestataire qui opère un SOC pour moi, quels sont dans mon projet les éléments un peu sous-cotés? Évidemment, je vais avoir en tête les éléments de choix technologique, de DR, etc. Mais quels sont les éléments, si c'est la première fois que je me lance, auxquels je dois penser dans mon plan projet pour pouvoir travailler correctement avec un prestataire de SOC manager? Pour moi, il y a un élément clé qui est qui vous allez mettre en face du SOC. Parce que le SOC va faire une partie du chemin, mais il ne va pas tout faire. On a parlé, par exemple, de la remédiation, de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une alerte. Alors, le SOC automatique jusqu'au bout, c'est pas encore ça, hein. Donc, il faut, du côté du client, des gens en face pour réagir. Et ça, en fait, parfois, c'est des choses qui, si on a une maturité on va dire faible à moyenne, si on se lance dans le SOC, peut-être qu'on se concentre beaucoup sur cette partie, il faut des sources d'informations, il faut que j'ai des technologies pour venir alimenter le SOC. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête la personne ou les personnes qu'on met en face. Parce que si le SOC il a une alerte à 3 heures du matin, qui est-ce qui répond? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est des gens déjà présents? Est-ce que c'est des gens en plus parce qu'en fait, il faut une réponse? Enfin voilà, je pense que ça, c'est un point auquel peut-être on a tendance à peut-être moins penser, là où on va peut-être plus se concentrer sur une approche un peu mise en place technologique. Merci, est-ce que vous voulez compléter? Oui. Ouais, je rajouterais, par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, et Benjamin, ta réponse me plaît bien, il y a un point important quand on veut se protéger, quand on veut mettre un SOC en place, c'est vraiment la couche basse. Quand on parle d'une PSSI, il y a des questions basiques. Si je n'ai pas de PSSI, si je n'ai pas déjà de stratégie de sécurité définie, si je demande à un SOC d'opérer ma cybersécurité, on va travailler sur des fondamentaux, on va essayer de monter le toit de la maison avant de mettre le plancher. Ça ne va pas marcher. Il y a des enjeux d'attente en fait vis-à-vis du SOC. Qu'est-ce que j'attends du SOC? Est-ce que j'attends qu'il me protège des attaques? Est-ce que j'attends qu'il m'accompagne dans mon évolution en maturité cyber? On va commencer avec le DR et demain, si j'ai un plan qui est un peu défini, je vois qu'il y a tel et tel techno qu'il faut ajouter, il faut rajouter un SIEM, il faut rajouter ci, mais il y a toujours les enjeux de budget, de compréhension de ce qui se passe dans un SOC, de ce qu'on peut en retirer. Si vous avez déjà des idées autour de ça, j'ai une guideline, je veux aller jusque-là. Si on parle de NIS 2, il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui n'ont même pas d'EDR et ils se retrouvent projetés dans NIS 2 avec vous devez mettre tous ces outils en place. Je chercherai un SOC de prime abord qui peut m'accompagner dans cette démarche-là. Et bien souvent en entreprise, ce que je vois chez nos clients, il y a aussi des attentes, je parlais de RSSI tout à l'heure, c'est la personne la plus frustrée, je pense, du monde dans l'entreprise actuellement.
c'est qu'on a une PSSI, mais on a une difficulté énorme du point de vue RSSI à aller récupérer les informations qui permettent de prouver ou de valider que la mise en place de nos politiques de sécurité sont bien effectives. Ça, c'est un des jobs du SOC, c'est d'amener au-delà de la détection, du reporting, de la valeur à la donnée collectée et à l'ensemble de la vie du SI. Et tout particulièrement quand on est RSSI ou DSI, on doit reporter à notre direction. Si aujourd'hui, je le vois parfois, de moins en moins, la DSI se pose, enfin la direction générale se pose la question du budget du SOC, en disant c'est un coût, mais finalement je n'ai pas d'incident. Du coup, est-ce que j'ai bien besoin d'un SOC? C'est peut-être l'importance du SOC, c'est de reporter aussi aujourd'hui. Et je pense que quand on s'oriente vers un SOC, il faut se poser la question de qu'est-ce qui me manque aujourd'hui aussi et qu'un SOC pourrait m'apporter autour de ça. Très bien, merci beaucoup. C'était une très bonne question. Est-ce que il nous reste plus de temps, mais je veux bien prendre une dernière question si vous en avez une. Allez, je vous envoie le micro. Vous avez parlé tout à l'heure de multitude d'expertises, je crois que c'était vous, Fabien, et des difficultés et de l'écosystème sur la tension financière. Dans ce monde où on essaie de rationaliser nos moyens, à la fois humains, vous en parliez, et financiers, comment arriver à garder cette multitude d'expertises sur des périmètres qui sont très grands? Est-ce que c'est via la culturation et la PSSI, vous en parliez tout à l'heure, Alexandre, ou est-ce que c'est via d'autres moyens? Merci. Qui veut prendre la question? Mais en fait, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a la question de formation, et c'est-à-dire on est généraliste et spécialiste à la fois. Donc, on ne peut pas être juste spécialiste dans un SOC. Il faut comprendre le réseau, il faut comprendre les systèmes, il faut comprendre comment ça fonctionne. Sans ça, on ne peut pas produire un bon système, on ne peut pas faire des forensiques, on ne peut pas faire ce genre d'activité. Donc, il y a une question au niveau formation du personnel. Mais aussi, il y a une culture de l'entreprise de choisir une technologie plutôt que de choisir 3 clouds et de maximiser le cloud. Parce qu'en rachat, au niveau des effectifs, on va voir les outils et le temps du management, le temps des réponses, le temps va se multiplier. Ça ne va pas essentiellement diminuer. Ça va augmenter la complexité, ça va augmenter le management, ça va augmenter les équipes qui pourront voir réagir. Et souvent, on voit des mouvements entre les systèmes, entre les clouds. Donc, le cas typique qu'on voit souvent, hein, c'est les pipelines de développement qui utilisent beaucoup de clouds différents. Et on se rend compte qu'on va avoir un token sur AWS qui va être volé sur GitHub et qui va essentiellement impacter directement AWS. Après, il va y avoir des mouvements pour voler des mots de passe qui sont AWS pour aller sur d'autres clouds. Et tout ça rajoute en complexité et augmente la complexité des infrastructures de détection et de réaction. Et les attaquants sont très friands parce qu'ils ont l'expertise de bouger, ils ont le temps. Contrairement aux équipes qui réagissent, donc on donne beaucoup de temps et de matériel aux attaquants et on donne très peu de temps à la défense. Donc c'est Merci beaucoup. Vous voulez compléter, Alexandre, brièvement? Non, mais je suis assez d'accord que l'explosion des technologies, c'est un mur compliqué à appréhender pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs pistes. Il y a une piste, c'est s'appuyer sur les administrateurs, les exploitants, et leur demander de faire de plus en plus de supervision de sécurité parce que voilà, ça va élargir le nombre de personnes. Et comme eux, de toute façon, sont obligés d'apprendre ces technologies pour les exploiter, ben voilà, on fait d'une pierre deux coups. Et puis, bien évidemment, dans les SOC, on est obligé d'apprendre des nouvelles technologies. Et donc, on le fait petit à petit, mais il y a une différence. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la virtualisation, l'arrivée de la virtualisation, ça, pour les SOC, c'est un énorme boom. Après, la multiplicité des applications, donc au-dessus, c'est peut-être moins un enjeu. C'est pas du tout le même, on n'intervient pas au même niveau. Donc, et il n'y a pas de révolution
tel qu'on l'a vu avec la virtualisation ou les clouds, tous les 4 matins non plus. Au même rythme que les applications se multiplient. Merci infiniment à tous les 4. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Eh bien, écoutez, on vous libère et je vous souhaite, et je pense que les intervenants aussi, un très bon appétit et une très bonne visite au InCyber Forum. Merci beaucoup. Merci Fatia. Merci.